Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous webinaire organisé par la SRLF. Je m'appelle Alexis Ferré, je fais partie de la commission des publications électroniques de la SRLF qui organise la partie technique de ces webinaires. Ce deuxième webinaire est consacré aux pneumonies associées aux soins de réanimation selon les RFE communes de 2017 réalisées par la SFAR et la SRLF. Le professeur Lila Boadma du CHU Bichat Claude Bernard à Paris, co-auteur de ces RFE, nous fait le plaisir de réaliser cette présentation. Pour modérer cette session, nous avons avec nous le docteur Rémi Bruyère du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et le docteur Henri Faure du CHU Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois. Cette présentation se veut interactive. Pour le bon déroulement de la présentation, vos micros sont coupés, mais vous pouvez à tout moment poser des questions par écrit en les tapant dans le bloc intitulé Questions. Tapez-les au fur et à mesure, elles seront lues par les modérateurs qui choisiront les plus pertinentes et les plus récurrentes pour les poser oralement au professeur Boadma à différents moments de la présentation. Enfin, des questions sous forme de QCM vous seront également posées durant ce webinaire. Les réponses seront bien sûr anonymes et permettront d'alimenter la discussion. Lorsque les questions seront affichées, vous aurez 20 secondes pour y répondre, puis les réponses seront commentées par les orateurs. Désormais, vous savez tout, je laisse la place au professeur Lila Boadma et au modérateur. Bon webinaire à tous. Bien, merci, bonjour à tous. Effectivement, bienvenue dans ce webinaire. Donc, j'ai préparé un diaporama avec un cas clinique qui est le prétexte à discuter de ces RFE qui sont effectivement communes SRLF SFAR sur les pneumonies associées aux soins. Donc, le cas clinique commence tout de suite et il s'agit d'un homme de 62 ans qui a peu d'antécédents en dehors d'un épisode de bronchite traité par 7 jours d'amoxicilline il y a 4 mois. Il a fait un arrêt cardiaque sur une fibrillation ventriculaire. Il a eu 24 heures de contrôle ciblé de la température, une récupération neurologique de bonne qualité et il est sevré de la ventilation mécanique à J4 avec de l'oxygénothérapie à 3 litres minute au minute. Et ce type de patient, c'est la première question à laquelle vous allez devoir répondre et je ferai ensuite le commentaire de cette réponse en vous donnant ce qu'a préconisé la SRLF. Je pense que les 20 secondes doivent être écoulées, mais moi je ne vois pas la réponse au sondage. Merci de me dire si je poursuis. Oui, alors 89% des personnes ont répondu une politique de prévention des pneumonies est nécessaire. Ont également répondu à l'item numéro 3, une approche multimodale est associée à une diminution des infections. Et 44% ont répondu la DDS est associée à une diminution des infections pulmonaires. Personne n'a répondu pour les questions 2 et 5. Ok, très bien. Donc, la réponse que la SRLF et la SFAR ont donnée à cette question, c'est effectivement une politique de prévention des pneumonies nécessaire. Ça, je crois que tout le monde avait bon. Une approche multimodale, et je vais un petit peu développer sur ce sujet, est associée à une diminution des infections pulmonaires. Et puis, comme c'est attendu, sur la réponse 4, les choses sont un peu partagées, mais je vais vous expliquer le point de vue de la RFE sur cette question. Il fallait effectivement répondre. La décontamination digestive sélective est associée à une diminution des infections pulmonaires et de la mortalité. Alors, la recommandation est formulée comme ça. Dans les unités où la prévalence des bactéries multirésistantes est faible, et c'est un point extrêmement important, avec un seuil qui est donné de 20%, je pense qu'on pourra en discuter tout à l'heure, il faut probablement appliquer une décontamination digestive sélective, associant un topique antiseptique par voie entérale et une antibioprophylaxie par voie systémique pour une durée inférieure à 5 jours pour diminuer la mortalité.
Alors, cela repose en particulier sur des méta-analyses, mais un certain nombre d'études donc, qui font partie de ces méta-analyses. Ici, vous avez figuré celle de l'équipe de Karim Achenoun avec Antoine Roquilly en premier auteur, qui a listé toutes les mesures de prévention sur cette diapositive et qui a regardé la mortalité quand on applique ces mesures de prévention pour prévenir les pneumonies associées aux soins. Et comme vous pouvez le voir, la seule mesure de prévention, la seule modalité possible pour réduire la mortalité, c'est bien la décontamination digestive sélective. Toutes les autres mesures, et je vais en discuter un petit peu, n'entraînent pas de diminution de la mortalité de ces patients quand ils sont réalisés pour prévenir les pneumonies. Alors, évidemment, toute la question est de savoir si ça entraîne une résistance dans les services de réanimation, puisque c'est bien le problème de la décontamination digestive, parce que je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ça diminue la mortalité des patients de réanimation, mais avec peut-être un potentiel effet délétère qui serait l'émergence de la résistance, en sachant que toutes les études randomisées qui ont été faites et qui sont donc incluses dans cette méta-analyse sont des études qui sont faites dans des pays où la prévalence est extrêmement faible, donc largement inférieure à 20%, en particulier en Hollande, et où ils ont moins de problèmes d'émergence de résistance. Cela dit, dans des méta-analyses, ils ont quand même regardé ce que ça faisait en termes de résistance, alors avec toujours une problématique qui, évidemment, quand on regarde dans des études, on le regarde sur un laps de temps qui est assez limité, que peut-être les effets se verront dans 10, 20 ans, peut-être moins, je ne sais pas. Quand on regarde dans des méta-analyses, ils ne mettent pas en évidence de problèmes de résistance. Vous voyez ici, par exemple, quant à la prévalence de staphylocoque doré méticilline résistant, cette méta-analyse ne montre pas de différence quand on fait de la DDS ou quand on n'en fait pas. Pareil pour la prévalence des VRE. Donc, cela dit, on est en France relativement aussi épargné par ce type de bactéries résistantes. Quand on regarde tous les bacilles gram-négatifs résistants aux aminosides, à la colistine, au fluoroquinolone, aux céphalosporines, eh bien c'est plutôt en faveur de la décontamination digestive sélective que se fait l'impact de ces genres de traitements. D'où la réponse de la SRLF qu'il faut faire de la décontamination digestive sélective quand on a une prévalence faible de moins de 20% de bactéries multirésistantes. On pourra discuter de comment on fait le calcul parce qu'évidemment, ce n'est pas si simple que ça d'additionner les carottes en termes de bactéries. Alors la SRLF a donné un avis d'expert sur comment il faut faire cette décontamination digestive sélective et c'est important, c'est une espèce de petite recette de cuisine. Il est sûr que la décontamination digestive sélective, ça marche probablement essentiellement par le fait qu'on associe à des antibiotiques qui sont mis soit dans l'oropharynx, soit dans la sonde gastrique, des antibiotiques par voie intraveineuse, notamment des céphalosporines de 3e génération. Ce qu'a préconisé la SRLF, c'est la céphalosporine, et ça peut être une autre céphalosporine de 3e génération, en général de 3 à 5 jours, mais plutôt 3 jours, et c'est probablement par cet effet-là qu'on diminue la survenue de pneumonie et par conséquence la mortalité de ces patients. Alors un autre point de cette RFE, c'était de savoir, en dehors de cette décontamination digestive sélective, est-ce qu'on pouvait diminuer la morbidité des malades, pas la mortalité cette fois, mais la morbidité des malades, donc la durée de ventilation, la durée de séjour en réanimation, avec d'autres approches que la décontamination digestive. Effectivement, vous avez tous répondu qu'il fallait faire une prévention, hein, mais c'est pas si évident que ça, hein, parce que pendant longtemps, les experts se sont penchés sur la question de savoir si c'était une infection évitable, comme les cathéters non évitables, et c'est pas si simple de dire que c'est évitable, c'est une pathologie extrêmement complexe, avec une physiopathologie extrêmement complexe. Aujourd'hui, quand même, on considère que c'est une infection évitable et qu'il faut faire une approche standardisée, multimodale, de prévention des pneumonies associées aux soins. Je vais vous dire un petit peu de quoi il s'agit, parce que c'est un terme un peu comme ça, vilipendé, mais pas forcément extrêmement clair quand on est dans son service. Alors, on a écrit avec Jean-François Tinsit un article pour un peu expliquer la philosophie de ces méthodes multimodales. Il s'agit
bien sûr de choisir un certain nombre de mesures de prévention. On va discuter de quelles mesures de prévention la SRLF a préconisé, mais c'est pas que ça, c'est pas le fait de lister des mesures qui va vous permettre de diminuer le taux de pneumonie dans vos services. Il faut pour cela, évidemment, un certain nombre de mesures, c'est-à-dire de l'éducation, mesurer la performance, faire du feedback des résultats, et puis progressivement revenir aux mesures, remesurer, etc. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pas juste un listing banal, c'est toute une démarche. Et ça, à mon avis, c'est un point important. Alors, pourquoi la SRLF et la SPA ont préconisé ce type d'intervention? Parce qu'il y a un certain nombre d'articles qui démontrent que c'est utile. Alors, je vous accorderai que ces papiers sont toujours des papiers qu'on appelle avec méthodologie avant-après, c'est-à-dire on mesure avant, on fait un programme de prévention avec ces fameuses mesures, et puis on regarde ce qui se passe après. C'est pas d'une méthodologie extraordinaire, mais c'est quand même ce qui a été fait, ce qui a été jugé assez probant. Il y a quelques études en cluster, mais ce n'est pas les plus nombreuses. Donc nous avions fait ça avec Jean-Christophe Lucet, notre hygiéniste ici dans le service, c'était déjà en 2010. Comme vous le voyez sur cette diapositive, dans le haut, il y a tout le programme en noir qui a été mis en œuvre pour arriver à faire appliquer aux soignants les mesures de prévention, et un certain nombre de mesures ont été évaluées en termes de compliance, et puis les résultats ont été rendus aux soignants. Donc un programme qui finalement est assez contraignant, assez lourd. Alors certes, c'est la recherche, mais dans la pratique courante, ça se passe exactement de la même chose, de la même façon. Si on ne suit pas les choses, si on ne mesure pas ce qu'on fait, on ne peut pas arriver à faire diminuer les pneumonies. Donc ce programme extrêmement lourd comportait 8 mesures. Je ne vais pas vous les détailler. Probablement qu'aujourd'hui, je ne choisirai pas, nous choisirons pas exactement les mêmes. C'est celles qui avaient été choisies à l'époque et avaient permis de montrer que, alors que dans notre service, le taux de pneumonie en bleu, là c'est par trimestre, augmentait considérablement. En noir, le programme de formation qui a duré un mois, et puis en rouge, la diminution après le programme de formation avec ces 8 mesures. Un point important quand on fait ce genre de programme, c'est que il faut mettre des mesures d'accompagnement, puisque si on prend un certain nombre de mesures, comme vous voyez sur cette diapositive, la troisième mesure, c'est l'élévation de la tête du lit qui avait été choisie dans ce programme. Vous voyez qu'on partait en bleu de très bas, puis après un mois, ça augmente, mais ça augmente pas considérablement. Il faut parfois mettre des mesures techniques, et on avait mis au niveau du lit quelque chose qui permettait de rappeler aux soignants le degré d'élévation de la tête du lit, et un reminder pour leur rappeler de mettre les patients en bonne position. On arrive à le faire, mais pas considérablement. Puis il y a des mesures beaucoup plus faciles, qui sont par exemple mettre la sonde gastrique dans la bouche plutôt que dans le nez. Ça, bien au bout d'une semaine, c'est acquis par les soignants et ça va très vite. Donc toutes les mesures ne sont pas équivalentes en termes de faisabilité. C'est pour ça que c'est pas juste des mesures, c'est un suivi tout au long du temps qui peut être efficace. Alors, une autre chose pour prévenir les pneumonies qui est très importante, c'est l'influence, c'est la diminution de l'exposition au risque. C'est ce qu'avait montré il y a quelques années, c'est un papier assez ancien, en 98, mais qui est toujours valable, Deborah Cook. On sait que si on prend le risque quotidien de survenue de pneumonie, ce risque est plus important le 5e jour du séjour en réanimation, puis qu'il va diminuer au cours du temps sans jamais complètement être nul. Pourquoi? Parce que c'est au moment du 5e jour que potentiellement le patient est le plus grave et donc le plus à risque, et puis qu'ensuite il s'améliore et qu'il est moins à risque de pneumonie. Alors cette courbe elle est importante, elle paraît évidente, mais si on traçait la même courbe pour les cathéters, elle est probablement, c'est une droite. Le risque d'infection de cathéter est plutôt linéaire, même si au bout de 7 jours, on peut se poser la question de savoir si ça ne monte pas considérablement. Il est plutôt linéaire. Ce n'est pas le cas de la pneumonie, ce qui veut dire que si on arrive à sevrer les malades de la ventilation mécanique assez précocement, eh bien peut-être on peut diminuer considérablement le risque de survenue de pneumonie. Alors ça a été montré en particulier avec l'utilisation de la ventilation non invasive, il y a aussi assez longtemps, Emmanuel Giroux, Laurent Brochard. C'était à l'hôpital de Créteil, chez une population de patients sélectionnés qui avaient des BPCO ou des œdèmes du poumon. Ils avaient remarqué qu'ils utilisaient de plus en plus cette technique chez ces patients.
que la mortalité diminuait au cours du temps avec l'utilisation de cette technique. Alors bien sûr, il n'y a pas de lien de causalité, hein, on peut dire que c'est associé, mais ce n'est pas une étude où on fait un lien de causalité, et que les infections diminuaient aussi au cours du temps, et toutes les infections, bien sûr les infections pulmonaires, mais toutes les autres, puisque quand on n'intube pas un malade, on ne met pas de sonde urinaire, on ne met pas de cathéter, bien sûr on a tout gagné en termes d'infection nosocomiale. Et puis tous les programmes de sevrage, de ventilation mécanique, de screening des patients pour savoir s'ils peuvent respirer seuls ou d'arrêt des sédations est bien sûr efficace dans ces termes, mais aucune, comme je vous l'ai dit au départ, de ces mesures de prévention n'est efficace sur la mortalité, elle va être efficace sur la morbidité. Alors est-ce que c'est un problème de dire qu'une mesure doit être implémentée même si elle n'a pas d'effet sur la mortalité, qui est un critère extrêmement dur? À mon sens, non. Parce qu'avec des statistiques extrêmement compliquées, Jean-François Tzitzit avait montré la mortalité attribuable, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on meurt à cause de la pneumonie ou avec la pneumonie, eh bien on meurt à cause directement de la pneumonie dans un nombre extrêmement limité de cas. Les experts s'accordent à dire 6% à 10% des cas, et que construire des études contrôlées randomisées qui mettront en évidence une diminution de la mortalité avec ces autres mesures de prévention hors la DDS, eh bien, nécessiterait un nombre considérablement de malades, genre 30 000 malades, ce qui est bien sûr irréalisable. Donc il faut se contenter de critères de jugement qui sont la morbidité des patients plutôt que la mortalité des malades. Alors, l'algorithme, la prévention multimodale qu'a donné la SRLF, et là c'est un avis d'expert, c'est ce qui est sur cette diapositive. D'abord, il faut favoriser la ventilation non invasive quand on le peut, bien sûr, dans les indications qui sont sélectionnées. Ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais vous connaissez très bien, et en particulier chez les patients BPCO. En cas de nécessité de ventilation invasive, il y a un certain nombre de mesures qui vont être préconisées et d'autres que l'on va exclure pour inefficacité sur la diminution de la morbidité des malades et donc de la prévention des pneumonies acquises sous ventilation mécanique. Et puis, comme je vous l'ai dit au départ, appliquer un protocole de décontamination digestive sélective avec une antibiothérapie systémique pendant moins de 5 jours si la prévalence dans vos services de BMR est faible. Et le seuil a été fixé à 20%. Je pense qu'en France, il n'y a pas beaucoup de services qui peuvent se permettre de faire de la DDS. Alors, les méthodes qui ont été préconisées, c'est limiter les doses et la durée d'administration des sédatifs et des analgésiques qui sont utilisés pour la ventilation mécanique. Initier précocement une nutrition entérale. Il y a un article de 2017 dans Intensive Care Medicine, qui est une méta-analyse française, qui montre qu'effectivement, la nutrition entérale précoce diminue les infections en réanimation. C'était chez des patients qui ne sont pas en état de choc. Et la question se pose de savoir s'il faut effectivement faire ça chez des patients en état de choc. Et vous avez peut-être lu la récente publication de Jean Régnier de Nantes dans le JAMA, qui a regardé la nutrition entérale versus nutrition parentérale chez les malades en état de choc, septique ou autre choc, et qui montrait que la nutrition entérale dans ces cas-là entraînait beaucoup plus de complications digestives. Donc la question se pose, même si de l'utiliser, même si ça diminue les infections, c'est probablement pas une bonne idée à la phase aiguë de l'état de choc, mais pour tous les autres malades, eh bien c'est une bonne chose pour prévenir les infections. Contrôler régulièrement la pression de gonflage de la sonde d'intubation, c'est une bonne mesure, hein, puisque la physiopathologie de la pneumonie acquise sous ventilation mécanique, c'est en particulier les micro-inhalations. Donc, si on peut gonfler le ballonnet et garder ce gonflage de ballonnet correct, eh bien, on peut probablement éviter des pneumonies. Ce n'est pas si simple que ça, sans dispositifs qui permettent de mesurer de façon continue ce gonflage du ballonnet, on pourra en discuter. Réaliser une aspiration sous-glottique, plutôt de façon intermittente que de façon continue, puisque quand on fait ça de façon continue, eh bien, on entraîne une succion au niveau de la muqueuse trachéale et qu'on peut avoir des sténoses trachéales à long terme, donc c'est plutôt à préconiser de façon discontinue. Donc, bien sûr, pour ça, il faut des sondes adaptées, et il est bien sûr hors de question de changer la sonde d'intubation quand le malade arrive après un bloc opératoire ou par le SAMU avec une sonde qui n'est pas adaptée. Et puis, préférer la voie orale pour l'intubation, mais c'est aussi vrai pour la sonde gastrique,
par analogie, puisqu'on va diminuer tout ce qui est sinusite et jetage purulent postérieur qui peut entraîner aussi des pneumonies. Et puis, vous voyez ici en petit, dans l'algorithme, ce n'est pas moi forcément qui l'ai mis en petit, c'est comme ça qu'il est rédigé, on peut préconiser le Proclive, 30 degrés pour les patients, pour éviter le reflux gastro-œsophagien, et puis une décontamination oropharyngée à la chlorhexidine 0,12 ou 0,2%. Alors, juste, je voulais faire un point sur la chlorhexidine parce que, à mon sens, et je le dis d'autant plus facilement que j'ai participé largement à cette RFE, on a peut-être mal apprécié, où les papiers sont sortis en cours de RFE, donc c'était un petit peu difficile, l'impact de la chlorhexidine sur les patients. Et il y a beaucoup de nouvelles données, des choses qui sont même en train d'être publiées sur le fait que cette chlorhexidine n'est peut-être pas une bonne chose pour tous les patients de réanimation. Alors, c'est des données qui sont surtout de l'équipe de Klampas, Michael Klampas, qui travaille à Boston, à Harvard, et qui travaille beaucoup sur les pneumonies, qui est l'inventeur du concept, on ne va pas parler aujourd'hui, mais que vous connaissez peut-être, qui s'appelle des complications sous ventilation mécanique, pour surveiller les patients plutôt que de surveiller des pneumonies acquises sous ventilation mécanique, ce qui n'est pas simple. Il a publié en 2016 une méta-analyse, alors il y en avait d'autres, sur les soins de bouche et la chlorhexidine des patients sous ventilation mécanique, mais il a fait ça de façon différente, en tout cas selon lui de façon différente, en séparant les malades différemment de ce qui avait été fait. En séparant les malades qui avaient eu de la chlorhexidine dans les études randomisées après chirurgie cardiaque, et les malades qui avaient eu de la chlorhexidine chez des patients non de chirurgie cardiaque, en séparant les études qui étaient des études ouvertes et des études qui étaient en double aveugle. Alors, ce qu'il arrive à montrer, c'est que effectivement, la chlorhexidine a un bon effet sur la prévention des pneumonies acquises sous ventilation mécanique, mais avec un bémol, qui est que quand on regarde les populations de patients et la mortalité, cette fois plus la pneumonie acquise sous ventilation mécanique, chez les patients de post-chirurgie cardiaque, il n'y a pas d'effet sur la mortalité. Il y avait un bon effet, c'est la diapositive précédente, sur la prévention des pneumonies, probablement parce que c'est des malades qui ont une durée de ventilation mécanique qui est assez courte. Et quand on regarde les autres populations de patients qui n'ont pas de post-chirurgie cardiaque, eh bien, il y a un large warning sur le fait que peut-être ça entraîne ici une surmortalité, en particulier quand on considère que les études qui ont été faites en double aveugle, qui sont peut-être les études les plus évidemment pertinentes d'un point de vue scientifique. Alors bien sûr, ça touche le 1, mais quand même, il y a des données aussi qui montrent la même chose dans d'autres études, et qu'aujourd'hui, il est considéré, en tout cas dans les recommandations américaines, qu'il faut plus de données pour préconiser les soins de bouche à la chlorhexidine chez tous les malades. Alors, je suis à l'écoute de vos questions. Bien sûr, je n'ai pas pu aborder toutes les études de la littérature sur les mesures de prévention, mais je peux répondre aux questions et citer les études correspondantes si vous le souhaitez. Messieurs les modérateurs. Oui, alors il y a plusieurs questions qui concernent essentiellement la DDS. Première question, sur quoi repose le cut-off de 20% sur la prévalence de BMR dans les services pour initier ou non une stratégie de DDS dans son service? Oui. Alors bien sûr, sur rien du tout. C'est une copie conforme de des recommandations américaines qui a fixé un cut-off à 20%, ce qui, voilà, on aurait pu mettre 10, on aurait pu mettre 25, c'était extrêmement compliqué. Il n'y a pas de littérature sur le sujet. On a voulu un peu coller aussi aux recommandations américaines pour ne pas mettre beaucoup plus de flou, en se disant que 20%, c'était un cut-off qui, en France, ne devrait pas faire exploser l'utilisation de la DDS dans les services de réanimation, ce qu'on ne souhaitait pas, ce que la plupart des experts ne souhaitaient pas. Bien sûr, c'est à condition que les gens lisent les recommandations comme elles sont écrites et regardent ce cut-off de 20%. Alors, comment on le calcule? C'est extrêmement compliqué, évidemment, parce qu'on va associer des BLSE à autre chose. Mais bon, dans mon service, ce n'est pas extrêmement compliqué. Il y a 12% des malades qui arrivent avec une BLSE. Donc, bien sûr, si j'associe toutes les autres bactéries qui sont moins fréquentes, je vais arriver rapidement à un seuil
de 20%, surtout si j'associe la contamination croisée qui ne manque pas d'arriver, notamment avec les BLSE. C'est 12% des arrivants, et donc c'est bien sûr bien plus de 20% des malades hospitalisés. Mais c'est un seuil qui n'est pas démontré dans la littérature, c'est un seuil qu'on voulait suffisamment haut pour empêcher que la DDS soit appliquée dans tous les services et n'entraîne ce que les experts pensent, c'est-à-dire beaucoup de résistance. Alors, une autre question justement à propos de ce 20%, il s'agit de 20% des patients ou 20% des prélèvements positifs? À mon sens, c'est 20% des patients porteurs. 20% de son service avec des patients qui sont porteurs. C'est sûr qu'un patient qui est porteur de BLSE plus d'autres choses, je ne suis pas sûre qu'on va le compter 2 fois, mais ça n'a pas été défini dans les RFE. C'est mon avis personnel. Mais même en mettant ça, je pense que ça diminue considérablement les services qui peuvent se permettre de faire de la DDS. Je pense qu'il n'y a que des services de chirurgie cardiaque, de post-traumato pas trop lourds, parce que sinon, on a beaucoup de BMR en France quand même. Une dernière question concernant le champ prévention. Est-ce qu'on peut tenir compte de l'écouvillonnage du patient, notamment de l'écouvillon rectal, pour décider ou non de faire une DDS et de la réserver uniquement aux patients dont l'écouvillon est positif? Ou négatif plutôt, ou l'écouvillon est négatif. Négatif, oui. Alors, la philosophie de la DDS, tous les patients, c'est ça qui a été utilisé dans les études. Est-ce qu'on peut, par analogie, dire que pour patient donné, eh ben, ça va marcher? Je ne sais pas répondre à la question. Les études, elles sont faites en cluster, c'est-à-dire qu'à un temps donné, tous les patients ont la décontamination digestive, indépendamment de leur colonisation. Je ne sais pas si ça c'est faisable. C'est une idée qu'a par exemple Jean-François Tintin de se dire que pour certains patients, par exemple extrêmement graves, mais plutôt avec un portage, cette fois, ça serait utile de leur faire de la décontamination digestive sélective. Donc il y a plein de façons de raisonner sur à qui c'est utile. Mais les études, elles ont été faites dans des services où la prévalence est faible et pour tous les patients à un temps donné, et puis on cluster, et donc à un moment donné, on change, on ne fait plus du tout de DDS. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais il y a des idées comme ça qui sont intéressantes de savoir effectivement si c'est plutôt pour des patients porteurs déjà ou pour des patients pas du tout porteurs. Voilà. Nous, on serait plutôt... Alors, toute dernière question peut-être sur la DDS. Il y a beaucoup de questions sur cette DDS. Il s'agit bien d'une antibiothérapie par voie systémique. Est-ce qu'il y a une place pour une décontamination par voie inhalée? Pour prévenir les pneumonies ou pour... alors, oui, c'est le sens de la question, oui. Alors, la SRLF a répondu, on va le voir plutôt dans la case traitement, mais peu importe, effectivement, il y a des gens qui pensent que la pneumonie, c'est d'abord une trachéobronchite et qu'un certain nombre de malades, un tiers, hein, c'est ce que dit Sadenser à Lille, enfin qu'a montré d'ailleurs Sadenser à Lille avec d'autres, un tiers de ces malades qui ont une trachéobronchite vont évoluer vers une pneumonie, qu'on peut éviter un certain nombre de pneumonies en faisant des aérosols d'antibiotiques. Ça repose sur des études de cohorte et ça repose sur des études randomisées qui sont de faibles effectifs. Il y a actuellement un PHRC en cours sur l'utilisation d'aérosols de façon systématique chez des gens qui ont de la trachéobronchite, dont la définition est, eh bien, on a une pneumonie mais sans image radiologique, en sachant que, vous savez, hein, le même Michael Klampas avait montré il y a quelques années que l'image radiologique du malade de réanimation, c'était extrêmement peu fiable pour dire qu'il n'avait pas de pneumonie. Mais c'est en cours de test. Très bien. Beaucoup de gens se posent la question de pourquoi, alors que cette DDS est quand même associée à une meilleure survie du malade, pourquoi elle reste peu appliquée? Et est-ce qu'on sait en France la proportion des services qui appliquent cette stratégie? Honnêtement, je ne sais pas, j'ai eu du mal à savoir. Il y en a quelques-uns quand même. Marc Léon, par exemple, à Marseille, qui était associé à cette RFE, mais je pense que c'est pas la majorité des services. Je pense que ça mérite quand même qu'un jour l'étude randomisée soit faite dans un pays où la prévalence est importante. En quel cas, c'est une étude randomisée qui dure quelques mois. Je pense qu'en termes de risque écologique, on ne prendrait pas beaucoup de risques et peut-être on trancherait la question de savoir si l'émergence
comme on le suppose, est très importante, ou au contraire, comme certains le disent, hein, le fait d'éviter un certain nombre de pneumonies et donc d'antibiotiques qui sont associés à ces pneumonies, eh bien, on éviterait l'émergence de la résistance, ce qui est aussi comme ça que les Hollandais voient le problème. Hein. Depuis des années qu'ils l'utilisent, dans beaucoup de leurs services, ils n'ont pas montré de façon considérable, même s'il y a des petits signaux, une augmentation exponentielle de la résistance. Très bien, merci Lila. Il y a beaucoup de questions sur le champ prévention, mais on peut malheureusement pas tout traiter. Ce qu'on peut peut-être dire aux gens qui sont sur le webinar, c'est que éventuellement, je peux répondre aussi à des questions par email, voilà, où on peut avoir une conversation, c'est pas un problème pour moi. Et encore une fois, sur la DDS, c'est pas l'avis de mon service. Hein. On ne fait pas de DDS dans notre service. Voilà, mais c'est malheureusement quand la question est posée dans une RFE et que on pose la question sur morbidité, mortalité, eh bien on est bien obligé de répondre qu'en termes de morbidité et de mortalité, ça diminue la morbidité et la mortalité des malades, mais que ça n'a été fait que dans les services qui ont une prévalence faible. Voilà. Donc c'est une réponse scientifique, c'est pas forcément une réponse définitive pour tous les services et pour tous les pays. Alors je continue. On va entamer le champ diagnostic. Et, je pense que la RFE française a quand même émis des recommandations assez fortes sur le sujet également. Alors le patient a une détresse respiratoire aiguë, c'est toujours le même patient. Hein, je vous rappelle ce patient qui avait fait un arrêt cardiaque avec de la fibrillation ventriculaire, qui avait eu l'antibiothérapie 4 mois avant son hospitalisation, qui avait été extubé à J4. Donc à J8, il a une détresse respiratoire aiguë. Vous voyez apparaître sur l'écran sa radio précédente, qui est normale, nécessite la réintubation, il a une hyperleucocytose, un rapport PaO2 et FiO2 qui est de 180 mm de mercure, une PCT qui a 1,4. Donc la question que l'on vous pose, c'est à ce stade, vous avez donc 5 items comme tout à l'heure. Je pense que les 20 secondes sont écoulées. Donc 15%, 15% des réponses pour la réponse 1, 73 pour la réponse 2 et 8% pour la dernière, la procalcitonie. D'accord. Alors, ce que va dire la RFE, c'est qu'il faut faire des prélèvements. Et on va voir que finalement, peu importe ce prélèvement, il faut sûrement faire un prélèvement et que tout le reste, en termes de diagnostic, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup avancé et je vais vous montrer quelques données sur le sujet. Donc la recommandation telle qu'elle est formulée, c'est qu'il ne faut probablement pas utiliser les scores cliniques, que ce soit du CPIS, du CPIS modifié, pour le diagnostic des pneumonies associées aux soins. Il faut probablement réaliser des prélèvements microbiologiques des voies aériennes, quel que soit le type, et je pense que c'est une nouveauté pour beaucoup de nos services français, puisqu'on a quand même tous vécu sous l'idée que des prélèvements distaux, des prélèvements invasifs, des prélèvements quantitatifs étaient bien meilleurs. Mais ce que propose la SRLF, la SPAR, c'est de réaliser des prélèvements des voies aériennes avant toute introduction ou modification d'antibiothérapie. Ça, c'est un accord fort, et je pense que tous les experts étaient d'accord. Ce qui est probablement le pire, c'est de mettre le patient sous antibiotiques sans faire aucun prélèvement. Alors, pourquoi les experts n'ont pas pu être plus précis quant au type de prélèvement à réaliser? Eh bien, parce que quand on pose la question sur la morbidité et la mortalité, il n'y a pas dans la littérature actuelle d'éléments qui permettent de dire qu'une méthode est mieux qu'une autre. Alors, il y a évidemment, comme toujours dans les cas où il y a un certain nombre d'études qui sont parfois contradictoires, des méta-analyses. Alors,
probablement que les deux études les plus importantes, c'est celle qui est parue dans le New England des Canadiens et celle de l'équipe Fagon avec Jean Chastre ici en France, avec des écueils dans les deux types d'études. L'écueil de l'étude des Canadiens, c'est qu'on exclut un certain nombre de patients qui avaient des bactéries résistantes ou qui étaient supposés avoir des bactéries résistantes, qui évidemment, quand on teste LBA versus autre chose, est un problème, puisqu'on enlève tous les malades qui seraient difficiles à traiter et qui éventuellement bénéficieraient d'une antibiothérapie la plus, avec un moins large spectre. Et puis l'étude de Fagon, le critère de jugement était à J14, et puis avec beaucoup de patients qui avaient des germes qui étaient par exemple des staphylocoques coagulase négatifs, ce qui n'est pas forcément le réel problème de la pneumonie avec sous-ventilation mécanique. Mais en termes de méta-analyse, et c'est comme ça que dans une RFE on peut répondre, alors j'espère que votre diapo n'est pas coupé, mais je vais vous lire. En termes de mortalité, il n'y avait pas de différence dans ces études. En termes de je change l'antibiothérapie parce que j'ai un prélèvement qui est quantitatif, qui est distal, ou qu'un prélèvement non quantitatif, il n'y avait pas de différence. En termes de durée de ventilation mécanique, il n'y avait pas de différence non plus. Et en termes de séjour en réanimation, il n'y avait pas de différence. On ne peut pas trancher sur quel est le type de prélèvement qu'il faut faire pour diminuer la mortalité des malades. Pour les biomarqueurs, bien, les biomarqueurs, là non plus, n'ont pas montré d'intérêt pour le diagnostic des pneumonies. Alors la procalcitonie, certes pas. Le TREM, on peut éventuellement penser que effectivement l'étude de Sébastien Gibault à Nancy était très pertinente, très probante. On avait très envie d'utiliser le biomarqueur dans le lavage broncho-alvéolaire pour décider ou pas que le patient a une pneumonie, pour diagnostiquer ou pas que le patient a une pneumonie. Cela dit, c'est extrêmement difficile à doser. Il y a plein d'équipes qui se sont heurtées au fait qu'ils n'arrivaient pas à avoir des dosages fiables de biomarqueurs. Alors, en termes de globalement de sensibilité, de spécificité de ces marqueurs, eh bien, c'est pas assez bon, en notre sens, pour dire que on peut utiliser la procalcitonine pour diagnostiquer ou pas une pneumonie, et notamment dans les études randomisées sur l'utilisation de la procalcitonine pour débuter l'antibiothérapie, pour arrêter l'antibiotique, notamment dans l'étude française, ça s'appelle ProRata, où la procalcitonine était utilisée dans ce but, avec 70% des malades qui étaient randomisés pour une infection pulmonaire, alors certes communautaire ou acquise sous ventilation mécanique. On a bien vu que les médecins n'utilisaient pas ce marqueur pour décider de débuter l'antibiothérapie, et avec raison, parce que malgré tout, les valeurs prédictives positives ou négatives sont relativement basses. C'est la même chose pour le TREM, quand on prend toutes les études, c'est pas, à notre sens, suffisamment bon pour décider qu'on peut traiter ou pas une pneumonie avec ce biomarqueur. Alors là aussi, un avis d'expert et un espèce d'algorithme, et je pense que c'est un sujet, le diagnostic, où finalement on n'a pas avancé beaucoup en 10-15 ans, hein. On en reste à quelque chose d'assez classique, qui est que la définition d'une pneumonie associée aux soins, c'est toujours un délai de 48 heures pour enlever tout ce qui serait en incubation avant, avec une suspicion clinique, comme on le fait tous les jours au lit du malade, de la fièvre, des expectorations, d'hyperleucocytose, hypoxémie, des signes auscultatoires de foyer. Et quand on a, bien sûr, le sepsis ou le choc septique, et quand on a cette suspicion, il faut faire une radiographie de thorax qui peut-être, dans un cas, un nombre de cas limité, va permettre d'extraire des complications évidentes, un pneumothorax pour expliquer une atélectasie, pour expliquer les signes du malade, mais qui souvent va pouvoir montrer pas ou des signes en faveur d'une pneumonie. En tout cas, quand on a cette suspicion clinique et que la radiographie de thorax ne permet pas d'expliquer tous ces signes cliniques, il faut faire un prélèvement des malades et un traitement probabiliste. Et ensuite, décider de poursuivre ce traitement probabiliste en fonction du prélèvement qu'on a fait. Bien sûr, il serait ridicule de ne pas tenir compte du prélèvement qu'on a fait. Si ce prélèvement est négatif, il faut arrêter le traitement probabiliste, puisque le but de faire un prélèvement, c'est quand même d'éviter un certain nombre de traitements inutiles. Et puis, si le prélèvement, lui, est positif, eh bien, on va traiter le patient, bien sûr. Je vous écoute pour ce point diagnostic. Avez-vous des questions ?
Alors, il y a quelques questions. Tout d'abord, pourquoi le CPIS? Et je rappelle que Jérôme Pugin faisait partie des experts de Tout à ce fait. CRFE. Pourquoi le CPIS, alors qu'il reprend les principaux éléments diagnostiques de la PAVM, n'est pas utile pour le diagnostic? Eh bien, en fait, il ne faut pas que ce CPIS, on s'en serve comme affirmer ou infirmer une pneumonie, mais plutôt comme un élément qui va déclencher le fait de faire le prélèvement. De toute façon, si vous avez un CPIS qui est élevé, vous allez faire un prélèvement. Donc, ce n'est pas une méthode diagnostique pour empêcher quoi que ce soit, votre démarche va être exactement la même. Si vous avez une suspicion, vous faites un prélèvement, donc ce n'est pas un moyen de dire il n'y a pas de pneumonie ou il y a une pneumonie, c'est juste des signes cliniques de base du malade de réanimation pour susciter le prélèvement. Et Jérôme Pugin était tout à fait d'accord avec cette philosophie-là. Très bien. Alors, une deuxième question. Est-ce qu'il y a une place à l'échographie pulmonaire dans le diagnostic de la pneumonie en réanimation? Probablement. Moi, je ne suis pas du tout échographiste, mais je sais que j'ai de plus en plus d'internes de chefs de clinique qui sont très échographistes et qui y voient effectivement des choses. Il y a des papiers dans la littérature qui sont notamment dans le CHESS, il y en a eu un l'année dernière, il y en a de plus en plus, des équipes très entraînées quand même, en tout cas dans leur service des médecins capables de les former à ça, qui a l'air, l'échographie a l'air de montrer des choses très intéressantes pour le diagnostic de pneumonie. Et c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir faire changer les choses, puisque la radio n'est pas un bon élément. Peut-être l'échographie pourra affirmer ou pas la présence d'une opacité ou de lésions assez évocatrices de pneumonie et déclencher ou pas le prélèvement. C'est peut-être sur ça qu'on va gagner dans les prochaines années. Pour l'instant, il y a des études assez probantes sur ça, oui, effectivement. Une petite question supplémentaire. Dans la méta-analyse Cochrane, il y a donc une distinction entre les études quantitatives et qualitatives. Est-ce qu'il y a un distinguo pour les prélèvements plutôt distaux et les prélèvements dits proximaux dans cette Alors, le problème, c'est que ces analyses, en fait, d'abord, c'est des prélèvements effectivement qui sont plus ou moins quantitatifs, c'est des critères de jugement qui ne sont pas identiques, et je ne crois pas qu'il y ait de distinction entre quantitatif et non quantitatif. Rien ne montre son efficacité. Voilà, c'est ce qu'ont pu dire les experts. Il n'y a rien qui est prédominant, qui a montré une efficacité réelle quant à l'épargne d'antibiotiques, quant à je traite beaucoup mieux le malade de façon plus adaptée, que ce soit quantitatif ou que ce soit pas quantitatif. Moi, si vous me demandez mon avis, je fais plutôt des prélèvements quantitatifs. Je ne sais pas s'il faut faire distal ou pas distal, mais je crois que quantitatif, c'est quand même bien. Après, ça ne veut pas dire que si on a un seuil à 10,3 pour un lavage broncho-alvéolaire, il ne faut pas traiter le malade. Ça dépend, je pense, d'un certain nombre d'arguments. Le 10,3, le 10,4, c'est un peu comme nos 20% de prévalence. Ça repose bien sur des choses qui sont si discutables. Donc, c'est pas suffisant pour traiter ou pas le malade, à mon sens. Très bien. Une question aussi qui est intéressante, Lila. Est-ce qu'il y a un intérêt de faire des prélèvements pulmonaires itératifs, de suivre la colonisation pulmonaire du patient dans le but de mieux connaître l'écologie du malade pour mieux adapter l'antibiothérapie? Alors ça, il y a aussi des études dans la littérature. Il y en a des qui disent oui, des qui disent non. Par exemple, celle de Dupuis qui est plutôt en faveur de faire. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas assez de littérature pour dire qu'en termes de morbimortalité, ça permet de diminuer la morbimortalité des malades. Ça permet sûrement d'adapter plus précocement, enfin, certains disent que ça permet d'adapter plus précocement les patients. Et quand on regarde un patient colonisé à BLSE, alors dans le rectum, certes, pas forcément dans l'oropharynx, il va faire une pneumonie à BLSE que dans 20% des cas. Donc, ce n'est pas suffisant en soi pour dire qu'il faut traiter tous les patients qui sont porteurs de BLSE avec une antibiothérapie BLSE et que ça va complètement les sauver. Pourtant, c'est ce qu'on va faire. Plus on va faire de prélèvements et plus on va sûrement élargir le spectre d'action des antibiotiques. Et pourtant, il y en a peu qui vont faire des pneumonies à BLSE. Donc, je ne suis pas sûre que c'est la bonne stratégie à adopter. Très bien, merci Lila. On peut peut-être poursuivre le diaporama.
Ok. Je poursuis donc avec le dernier champ qui est le traitement, la façon de traiter les malades, la durée de traitement, etc. Donc, le patient va avoir un mini LBA, il a à l'examen direct un bacille à gramme négatif. Après 1 heure de ventilation mécanique, son rapport PF a peu changé, il était à 180 tout à l'heure, sous FiO2 à 0,5%, il est à peu près identique. Il a la nécessité d'un remplissage vasculaire sans aucun vasopresseur, une lactatémie à 1,6, et dans l'unité, vous avez une prévalence de SARM qui est très faible, comme dans quasiment tous les services français, de 2%. Et la question est, je pense qu'elle va susciter un certain nombre de commentaires ou de discussions à ce stade, que faites-vous? Et vous avez aussi une proposition de 5 items. Donc, Lila, je pense que le temps est écoulé. Donc, les réponses, nous avons 13% de personnes qui pensent qu'une antibiothérapie probabiliste n'est pas utile. 47% pour un traitement avec au moins 2 antibiotiques est nécessaire. 60% pour le patient a des facteurs de risque d'infection ABMR. Et 60% également pour le SARM n'est pas pris en compte. Et personne ne vote pour carbapénène linésolide. Voilà. Oui, donc la question a été construite effectivement pour que ça suscite de la discussion, parce que on va voir les algorithmes qui ont été construits. Et si on suit les algorithmes, vous voyez que la réponse 2, je l'ai mis dans un bleu un peu moins profond, parce que c'est effectivement discutable. Alors, une antibiothérapie n'est pas utile, ça c'est beaucoup, enfin, je ne sais pas si on peut revenir en arrière, il a quand même des bacilles grammes négatifs à l'examen direct, il a quand même une altération, certes pas extrêmement grave, du PF, il a du remplissage vasculaire. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ne va pas mettre d'antibiothérapie à ce malade, mais je pense qu'il y a assez peu de gens qui n'ont pas mis d'antibiothérapie. La question se pose par contre sur faut-il mettre 1 ou 2 antibiotiques. Et je vais vous donner les algorithmes avec les facteurs de risque de BMR, puisque ce patient a des facteurs de risque d'infection à bactéries multirésistantes tels que ces facteurs de risque ont été définis, pas que par la RFE française, mais par d'autres RFE. Et si on a le temps, on montrera les algorithmes étrangers et européens qui ont été faits. Et bien sûr, on ne prend plus en compte en France le staphylocoque doré résistant à la méticilline. Et puis, ça, je pense que personne n'aurait mis de carbapénène et de linésolide d'emblée au malade. Donc la recommandation, c'est il faut réaliser les prélèvements et initier le traitement antibiotique en tenant compte des facteurs de risque de bactéries résistantes aux antibiotiques, que je vais vous énumérer après, immédiatement en cas de suspicion. Donc là, vous avez fait un lavage, donc vous avez une suspicion. Donc il faut initier le traitement, en particulier si le patient a une gravité hémodynamique, respiratoire ou un terrain fragile, ce qui n'était pas le cas de notre patient. Alors pourquoi le rationnel, il ne repose pas sur des études, je traite, je ne traite pas quand j'ai fait un prélèvement pulmonaire au patient, ça ne serait pas éthique à mon sens, mais ça n'a pas été fait, plutôt dans l'idée que, eh bien, dans le choc septique, c'est assez clair, il faut initier l'antibiothérapie dans l'heure, c'est ce que disent certaines études, et puis c'est ce que dit la Surviving Sepsis Campaign. Et puis, dans la pneumonie associée aux soins, on sait que il n'y a pas d'études randomisées, mais que le traitement immédiat est probablement plus bénéfique pour les patients. Et puis, si le traitement est adéquat, évidemment, c'est encore mieux. Alors, il faut traiter par monothérapie en probabiliste les pneumonies associées aux soins du patient immunocompétent sous ventilation mécanique. Donc, monothérapie. Souvent, on avait l'habitude de faire à tout le monde une bithérapie. Bien sûr, en dehors de la présence de facteurs de risque de bactéries multirésistantes, je vais encore une fois vous le lister, de bacilles à grammes négatifs non fermentants, de facteurs de risque élevés de mortalité, choc septique, défaillance d'organes.
Alors pourquoi une monothérapie quand on peut, c'est-à-dire quand le patient n'a pas ses facteurs de risque, n'est pas en état de choc, n'a pas de défaillance respiratoire extrêmement grave, et bien parce que on peut tout à fait traiter les patients, y compris ceux qui ont des bacilles gram négatifs non fermentants, avec une monothérapie. Et c'est ce qu'a montré cette revue Cochrane, c'est-à-dire que la monothérapie versus la bithérapie pour traiter les pneumonies, eh bien ça fait pas mieux de faire de la bithérapie en termes de mortalité, de guérison clinique, de durée de séjour et d'effets secondaires. Alors, on abandonne complètement l'utilisation systématique du traitement des staphylocoques dorés méticilline résistants pour la bonne raison que, alors c'est pas que la réanimation ici sur cette diapo de la surveillance réa-raisin, hein, mais la prévalence des SAM monoservices a quand même considérablement diminué et mettre de la vancomycine, du glucosamine à tout le monde, c'est probablement pas une bonne chose. Alors, ce qui a été fait pour le patient, c'est piperacilline tazobactam en monothérapie. À J3, il a un staphylocoque doré sensible à la méticilline. Il s'améliore avec ce traitement piperacilline tazobactam. On envisage de l'extuber et il a une procalcitonine à 0,15. La question est à ce stade, et là encore, vous avez 5 items proposés pour la réponse. Alors voilà, on a les résultats. Donc un grand succès pour le premier item, 80% pour il faut réduire le spectre en pratique de désescalade, un tout petit 3% pour une durée de 14 jours, 41% pensent que la seule, c'est quand même beaucoup, hein, pensent que la voie nébulisée n'est pas recommandée dans ce cas, que 3% pour penser que les statines sont d'excellents adjuvants pour les pneumonies associées aux soins, et 22% pense que l'antibiothérapie peut être arrêtée. D'accord. Alors là aussi, hein, ça suscite évidemment de la discussion. La réponse donnée par la RFE, c'est qu'il faut réduire le spectre. Je pense qu'on n'a pas de données aujourd'hui pour dire que ne pas réduire le spectre, c'est pas bon pour les malades. Peut-être que dans l'avenir, il y aura des études randomisées encore plus importantes sur comment faut-il faire. Bien sûr, je vais vous montrer qu'aujourd'hui, plus personne ne va traiter 14 jours les pneumonies. On va discuter des pneumonies particulières, hein, bacilles gram négatif genre Pseudomonas. La voie nébulisée n'est pas recommandée. Alors là, c'est un stade doré, donc c'était quand même pas le genre de pneumonie qu'on a aujourd'hui envie de traiter par des aérosols, mais visiblement, ça suscite de la discussion. Les statines n'ont pas montré d'efficacité. Il y a maintenant des études randomisées sur le sujet, notamment celle de Laurent Papazian à Marseille. Et puis, moi, personnellement, je dirais que l'antibiothérapie peut être arrêtée, puisque la procalcitonine était extrêmement basse, que le patient allait mieux, et qu'il y a quand même des études randomisées aujourd'hui qui montrent que la PCT peut être utile pour encore diminuer le traitement antibiotique, mais ça fera sûrement l'objet de questions. Donc la recommandation, c'est il faut probablement réduire le spectre. Et alors vous voyez que c'est il faut probablement réduire le spectre. Hein, donc pour l'instant, il manque encore d'études contrôlées randomisées. Et privilégier une monothérapie pour l'antibiothérapie des pneumonies associées aux soins après documentation, y compris pour les bacilles à gram négatif non fermentants. Il ne faut pas prolonger, et là c'est assez ferme, hein, plus de 7 jours la durée de l'antibiothérapie pour les pneumonies associées aux soins, y compris pour les pneumonies à bacilles gram négatifs non fermentants, en dehors de certaines situations. Et elles sont listées, l'immunodépression, la question peut se poser, vous savez que les malades immunodéprimés ne sont souvent pas inclus dans les études, l'ampième, le traitement est beaucoup plus long, la pneumonie nécrosante, ce n'est pas le modèle de la pneumonie sous ventilation mécanique, même si on peut voir des pneumonies nécrosantes sous ventilation mécanique ou abcédées. Dans le cadre des pneumonies documentées à bacilles à gram négatif multirésistants, définies comme sensibles à la colimycine et ou aux aminosides, et lorsqu'aucun autre antibiotique n'est efficace,
Il faut probablement administrer la colimycine et ou un aminoglycoside par voie nébulisée. Je sais qu'il y a des centres dans Paris qui font ça, qui traitent ces bactéries, même pas totalement résistantes avec de la colimycine. Pour l'instant, ça n'est pas, sauf si on n'a pas le choix, un traitement recommandé. Il ne faut pas administrer de statine comme traitement adjuvant des pneumonies associées aux soins. Alors, la durée de traitement, eh bien, elle repose en particulier sur cette étude, Pneuma 2003, Jean Chastre, Michel Wolf, Jean-Yves Fagon, qui avait démontré que 8 jours et 15 jours, ça faisait aussi bien. En tout cas, ça faisait mieux sur le nombre de jours vivants sous antibiotiques. Quand on a 8 jours, on a moins de nombre de jours vivants sous antibiotiques que quand on a 15 jours. Et bien sûr, pour ça, il fallait ne pas être délétère pour les patients. Dans cette étude, il n'y a pas de surmortalité pour les patients qui ont 8 jours. Cela dit, il y avait, comme vous voyez sur la droite de la diapositive, un petit bémol sur les bacilles gram-négatifs non fermentants, qui était qu'ils faisaient plus de rechutes avec ce germe, ou plus d'infections secondaires quand on les traitait que 8 jours. Mais la RFE a tranché sur la durée du traitement, et je vous ai mis ici toutes les recommandations donc, américaines, européennes, françaises, donc françaises tout en bas, pas prolonger plus de 7 jours, mais dans le monde entier aujourd'hui, on reconnaît que c'est la durée standard des traitements, puisque les Américains recommandent 7 jours, et les Européens suggèrent 7 à 8 jours de traitement. Alors l'algorithme, qui est cette fois un avis d'expert, comment je vais traiter ou pas mes malades, et comment je vais surtout mettre ou pas une monothérapie ou une bithérapie, et puis des antibiotiques qui sont actifs ou pas sur Pseudomonas. J'ai tracé l'algorithme, il n'est pas tracé comme ça dans le texte de la RFE, il est plus sous forme de texte justement, mais je l'ai tracé pour que ce soit plus clair sur le diaporama. Donc les Français, et c'est les seuls, je ne sais pas si on aura le temps de discuter les autres algorithmes, je vous les ai tracés aussi pour les autres recommandations américaines et européennes, ont gardé cette idée que peut-être précoce et tardive, c'était pas la même chose, donc ils sont séparés toujours précoce, inférieur à 5 jours, tardive, supérieur à 5 jours. Donc quand on a une pneumonie précoce, ce n'était pas le cas du patient, ça survenait à J8 si je me souviens bien, donc ce n'était pas le cas du patient, mais si c'est précoce, inférieur à 5 jours, il faut se poser 2 questions. Est-ce que le patient a un choc septique et est-ce que le patient a des facteurs de risque, ici FDR, de bacilles gram-négatifs ou de bacilles résistants. Gram-négatifs pour nous puisqu'on a assez peu de SDMR. S'il n'a pas de choc septique, s'il n'a pas de facteur de risque, eh bien, on peut faire bêta-lactamine inactive contre Pseudomonas aeruginosa en monothérapie. Et les facteurs de risque, ils sont listés ici, en bleu, de façon exhaustive. Ça veut dire que c'était antibiothérapie dans les 90 jours, hospitalisation de plus de 5 jours, ce qui était le cas de notre patient, et si on suit strictement l'algorithme, il aurait fallu lui mettre une bithérapie, ce qui est effectivement discutable. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous ont dit que peut-être une monothérapie, ça suffisait. Si on utilise de l'épuration extra-rénale pour ce patient, s'il est en choc septique ou en SDRA, c'est sûr qu'on va plutôt privilégier une bithérapie. Si le patient, cette fois, a un choc septique, mais pas de facteur de risque de BMR, c'est-à-dire que sa pneumonie est précoce, n'est pas en choc septique, eh bien, on peut toujours mettre une bêta-lactamine inactive contre Pseudomonas aeruginosa, mais ajouter, comme un peu c'est les recommandations aujourd'hui dans les sepsis sévères, un aminoside ou une fluoroquinolone. Vous savez que notre RFE sur l'utilisation des antibiotiques, comment réduire l'antibiothérapie en réanimation, préconise plutôt d'utiliser des aminosides, parce qu'on pense que les fluoroquinolones ont éventuellement des effets délétères sur le microbiote intestinal. Je laisse ça à votre sagacité. Et puis, si on est toujours inférieur à 5 jours, mais qu'il y a des facteurs de risque de BMR, eh bien, cette fois, on va se retrouver dans le cadre identique des patients qui ont une pneumonie tardive supérieure à 5 jours et utiliser une bêta-lactamine qui, cette fois, est active contre Pseudomonas aeruginosa, associée avec un aminoside ou une fluoroquinolone, toujours avec un choix plutôt privilégié aux aminosides, en tout cas en France. Et bien sûr, tout de suite, dès qu'on a les résultats de l'antibiogramme ou du Malditov, si on a une entérobactérie, il faut maintenant laisser le traitement par monothérapie.
puisque a priori, quand on a une entérobactérie, qu'on a un bêta-lactatest, maintenant on peut quand même essayer d'adapter le traitement. Il n'y a pas de raison de mettre des bithérapies à tout le monde et continuer avec une bithérapie pour une durée totale de traitement de 8 jours. Des questions, et éventuellement je vous montre les autres algorithmes si vous le souhaitez, qui sont derrière cette diapositive. Alors, une petite question d'ordre général. Est-ce que, pour la question des pneumonies associées aux soins, est-ce qu'on peut dire quelque chose de particulier sur l'épargne des carbapénèmes? Est-ce qu'on peut utiliser par exemple de la tazocilline? C'est ça la question, Henri? La question portait sur, d'une manière générale, elle était plutôt ciblée sur les nouveaux molécules antipyocianiques ou anticarbapénémases. J'imagine que ça doit être plutôt ciblé sur le ceftozolam, tazobactam, Oui. etc. Voilà, est-ce que dans ce cadre-là, il y a quelque chose de spécifique sur... Il n'y a rien dans la RFE, parce qu'il n'y avait pas assez de recul sur ces molécules et que ce n'était pas une question sur laquelle que les experts ont choisi, à laquelle les experts ont choisi de répondre, parce que probablement on manque encore de données. Ce que je peux dire, c'est que volontiers dans le service, quand on peut, on fait d'épargne de carbapénème. Avec ces nouvelles molécules. Par contre, pour la tazocilline, moi j'émettrais un bémol, je ne sais pas si c'est à ça que certains pensaient, mais la tazocilline aujourd'hui, c'est vraiment avec la CMI, et vraiment quand la CMI, en tout cas dans notre service, si la CMI au-dessus de 2, supérieure ou égale à, enfin, supérieure à 2, on ne fait plus, on ne fait pas. Il faut vraiment qu'elle soit extrêmement basse et en relais d'un traitement efficace qui a déjà duré un certain nombre de jours, parce qu'il y a des échecs qui ont été décrits. Pour les nouvelles molécules, nous, on fait plutôt les nouvelles molécules. Mais je ne peux pas répondre d'un point de vue scientifique et je ne peux pas répondre à la place de la RFE, il n'y a pas eu de question sur ça. Une autre question au niveau de ton tableau, c'est sur... les gens ont parfois un petit peu du mal à faire le distinguo entre les facteurs de risque de BMR et les facteurs de risque imposant une antibiothérapie à plus large spectre ou une bithérapie, notamment les facteurs de risque liés à la gravité du patient. Est-ce que avoir un choc septique est un facteur de risque de BMR ou uniquement un critère de gravité nécessitant d'avoir une stratégie d'antibiotiques différente? Alors moi, j'ai cru ça aussi au début quand j'ai lu les recommandations américaines qui ont les mêmes critères. Je me suis dit, ils mélangent tout, ils mélangent critères de gravité et facteurs de risque de BMR. Et il y a une étude qui n'est pas dans mon diaporama, je peux pas vous la montrer, il faudrait que je change de diaporama, mais qui est de Coulanti, qui est une grecque, qui est une étude européenne, vous savez, qui avait regardé les pratiques des soignants, enfin des médecins, comment les médecins prélevaient les malades. C'était juste une étude observationnelle, etc., sur l'épidémiologie. Et puis ils ont fait un deuxième papier qui, cette fois, regarde les patients d'un œil différent. C'est-à-dire, ils regardent les patients qui ont été classés moins de 5 jours de risque de pneumonie, un peu comme l'avait fait eh bien, le papier très ancien, les recommandations très anciennes 2005, et puis plus de 5 jours. Et ils ont regardé ce sous-groupe de patients qui a moins de 5 jours et qui auraient été classés à pas de risque de BMR, et ils ont regardé quels étaient les facteurs qui faisaient que ces patients avaient quand même des BMR. Et étonnamment, ils retrouvent que le fait de faire un choc septique, d'avoir un choc septique, eh bien, c'est un facteur de risque de BMR de façon indépendant en analyse multivariée. Alors, comment on explique ça? Ben, c'est pas très bien expliqué dans le papier, mais si on est moins de 5 jours en réanimation et qu'on fait un choc septique, qu'on a une pneumonie, eh bien, on a plus de risque d'avoir une bactérie gram-négatif résistante. Donc, ça devient plus un facteur de gravité, mais ça devient dans cette étude, en tout cas, un vrai facteur de risque de BMR. Pourquoi? Peut-être parce que l'intensité des soins de ce patient, s'il a une pneumonie précoce, a été plus importante, qu'il y a de la transmission croisée, je ne sais pas. Il y a probablement plein de facteurs, possibilités d'expliquer ça. Mais à J5 avec un choc septique, eh bien aujourd'hui, on est considéré comme un risque de BMR et pas juste un critère de gravité qui nécessite une thérapie. Je ne sais pas si j'ai été claire, Henri. Eh bien, donc il y avait des questions sur la case numéro 2 de ton schéma où tu as choc septique et pas de facteur de risque de BMR,
où tu proposes Ouais. une antibiothérapie, certes double, mais qui, par contre, ne couvre pas le PIO. C'est ça. Donc on va couvrir Ça, les BLSE, mais pas le PIO, si je comprends bien. c'est ça. C'était plutôt un risque, pas de pseudomonas, parce que le pseudomonas, ça reste quand même une bactérie qui est liée à la pression de sélection, tandis que certaines BLSE, certaines entérobactéries déréprimées, peut-être sont moins liées à la pression de sélection, et avec des aminosides, on rattrape très bien ce genre de bactéries. Peut-être moins pour certains pseudomonas, mais on rattrape très bien. Il n'y a pas de raison de toucher le pseudomonas, c'était plus pour les entérobactéries que la question se posait. Et Donc, il y avait une question identique. Coulanti, Intensive Care Médecine, je ne sais plus quelle année, c'est 2015-2016, c'est assez récent. Une sous-étude de l'étude observationnelle initiale. Et donc une dernière question, mais qui est un peu la même sur épuration extra-rénale et facteurs de risque de VMR. Ouais, là, j'ai pas trouvé, mais je pense que il n'y a pas d'étude qui dit ça, mais je pense que c'est par analogie. Je pense que quand on est 5 jours en réanimation, mais que finalement on a une intensité de soins qui est probablement, quand on a de l'épuration extra-rénale, une gravité initiale et une intensité de soins plus importante, eh bien, on est plus à même d'avoir des bactéries multirésistantes. Il n'y a pas de papier comme ça, mais c'est aujourd'hui ce que considèrent les experts, je pense par analogie avec ce papier de Coulanti avec le choc septique. Peut-être que ça méritera d'autres travaux, hein, parce que moi aussi j'étais un peu choquée quand j'ai lu les recommandations américaines et je me suis dit ils mélangent tout, et en fait ils ne mélangent pas vraiment tout. Il y a quand même des choses, en tout cas sur le choc septique, qui démontrent ça. On arrive un peu à la fin de l'heure impartie, donc on va arrêter pour les questions. D'accord. Bon, j'avais les autres algorithmes, mais ça n'a pas d'importance. Ils seront sur le diaporama. Je ne sais pas si vous allez diffuser le diaporama. Et puis, la conclusion était qu'il faut faire une prévention multimodale. Alors, avec toujours ce que je dis, c'est que c'est pas si simple que ça. Et c'est pas parce qu'on a listé pour son service quelques mesures à privilégier dans toutes celles qui ont été énoncées par la SRLF que ça suffit, que c'est un vrai travail de prévention, comme on le faisait avant pour plein de choses. Que ça, malheureusement, ça n'a pas changé. L'importance d'un diagnostic qui reste clinico-radio-bactériologique, c'est-à-dire que quand on a une suspicion, il faut prélever le malade. Pour l'instant, pas fait mieux, il n'y a pas de biomarqueurs, il n'y a pas de score qui permettent de dire qu'il ne faut pas faire de prélèvement malade. Il faut documenter. Je pense que tous les gens qui nous écoutent sont au courant de ça, mais c'est quelque chose à diffuser. Il y a encore malheureusement des patients qui ne sont pas prélevés, ça c'est un vrai problème tout de même. On abandonne les scores et les biomarqueurs pour le diagnostic. Ça n'a pas d'intérêt, il faut prélever son patient quand on a une suspicion, et puis monothérapie quand on peut. Je ne sais pas si quand on trace l'algorithme, on a l'impression qu'il y a quand même peu de malades qui vont répondre en tout cas à la monothérapie initialement, mais en tout cas monothérapie dès qu'on peut, dès qu'on a les résultats bactériologiques, il faut faire une monothérapie. Voilà. Très bien, merci professeur Boisdemain. Je vous en prie. Et puis encore une fois, je suis disponible pour des questions si voilà, des gens veulent me contacter, il n'y a aucun problème. Je pense que certains n'ont pas forcément leur question qui a été posée. Voilà. Merci professeur Boisdemain, merci au modérateur, docteur Bruyère et Fort pour ce diaporama et cette présentation très didactique. Merci aux participants d'avoir assisté à ce deuxième webinaire et puis nous vous donnons rendez-vous au prochain webinaire dont les détails vous seront donnés ultérieurement. Merci. Bonne journée à tous et encore merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.